20 minutes tout juste, ce sera l'allocution d'Emmanuel Macron qui va donc préciser les choses sur la place de la France dans cette guerre, sur l'impact de cette guerre sur la France. Et juste avant, les partis pris, c'est l'heure des partis pris. Ruth Elkrieff pour la politique, François Langlais pour l'économie, Abnous Chalmani pour l'international nous rejoignent. Bonsoir à vous trois. Et ce soir, on terminera avec vous, Ruth, parce que en évoquant sans doute le discours d'Emmanuel Macron sur le nucléaire, il y a un changement important, il faut le noter. Ça nous amènera peu à peu à examiner les enjeux de cette allocution du chef de l'État tout à l'heure. Et c'est vous qui commencez, Abnous, votre parti pris. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup ça depuis ces dernières heures, à mesure qu'on comprend les difficultés de cette guerre, que certains évoquent le doute, on l'évoquait nous-mêmes en début d'émission, certains autres parlent déjà d'enlisement, mais on sait très bien que le temps médiatique n'est pas le temps militaire, mais on évoque l'idée que Trump se serait laissé forcer la main par Benyamin Netanyahou pour entrer en guerre. Et vous dites, ce n'est pas vrai. Non mais qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Rien que cette phrase, que quelqu'un puisse forcer Trump, est risible, donc je pourrais m'arrêter là sur mon parti pris, et tout le monde va voir. Mais en juin, c'était un peu le cas quand même. Non, j'ai plein d'arguments, vous allez voir. Alors, m'arrête on pas là, vous quand même. Je vais quand même vous faire un vrai parti pris. Mais oui, regardez le New York Times qui titre que, je cite, la décision américaine de frapper l'Iran a été une victoire pour M. Netanyahou qui poussait M. Trump depuis des mois. Même Marco Rubio, le secrétaire d'État, devant le Congrès, a déclaré « Nous savions qu'Israël allait agir, nous savions que cela déclencherait une attaque contre les forces américaines, et nous savions que si nous ne les devancions pas, nous subirons davantage de pertes. » Et tous ces éléments qui sont factuels, ça a suffi, et c'est là où moi j'ai tout de suite vraiment tilté, pour glisser vers une lecture pour le moins dérangeante, selon laquelle un dirigeant étranger, en l'occurrence le juif, je rajoute des tas de guillemets, aurait contraint le président de la première économie du monde à entrer en guerre contre sa volonté. C'est quand même fabuleux. Cette thèse, avec plein de guillemets encore, selon laquelle Netanyahou aurait manipulé Trump, ça s'inscrit quand même dans la plus ancienne et la plus toxique des constructions antisémites. C'est le juif comme marionnettiste du pouvoir mondial. Alors ça a commencé vraiment officiellement, parce qu'en plus on a une date officielle, ça a toujours circulé, mais avec le protocole des sages de Sion, vous savez qu'il y a un faux qui date de 1903, créé par la police secrète tsariste, qui décrivait un complot juif pour dominer le monde en, je cite, contrôlant la presse et les économies mondiales et en maintenant, je cite encore, le monde dans un état de guerre. Jusqu'au ZOG, le Zionist Occupied gouvernement forgé par les suprémacistes blancs, en passant par l'imagerie nazie qui a systématisé la figure du juif marionnettiste, tirant les ficelles, bien entendu, dans l'ombre. Et c'est cette idée-là qui est réactivée. C'est quelque part, sans même s'en rendre compte, tout le monde trouve ça normal que le juif Netanyahou soit allé murmurer à l'oreille de Trump, qui quand même, jusqu'à il y a 2 jours, était l'homme le plus incontrôlable de la Terre, qui faisait ce qu'il voulait. Mais il a suffi ce truc pour que d'un coup on change d'idée. Et en fait, juste j'ai regardé, et d'ailleurs nous en avons fait des partis pris, et je m'en étais occupé ici même, c'est rien que prendre 2025 et 2 rencontres entre Trump et Netanyahou. À chaque fois, Trump a fait quoi ? Il a humilié Netanyahou. La première fois, c'était dans le bureau ovale. Vous allez me dire que Trump a humilié tout le monde systématiquement dès qu'il mettait le pied dans le bureau ovale. On est en avril 2025, ils sont à la Maison Blanche, dans le bureau ovale, et Trump annonce en direct des négociations avec l'Iran. Des négociations que Netanyahou était venu justement supplier Trump de ne pas faire. La presse israélienne parle d'humiliation et du fait que Netanyahou serait rentré les mains vides, incapable d'infléchir Trump sur les tarifs douaniers, sur l'Iran, sur la Turquie, en Syrie. Donc échec total. En décembre 2025, cette fois c'est à Mar-a-Lago, et Trump devant Netanyahou, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met à louer Erdogan. Erdogan, qui est allié du Hamas et critique féroce d'Israël en le qualifiant de leader fort, ayant aidé à renverser Assad en Syrie. Et face aux caméras, alors que là, Netanyahou ne bouge pas, il a une espèce de petit sourire contraint, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit à Netanyahou, allez, faut être raisonnable maintenant. Je sais pas. Moi j'ai un peu du mal à imaginer que 3 mois après, il arrive à convaincre Trump de dire écoute, c'est ma guerre, faut que tu m'aides, allez on y va. Et d'ailleurs, Trump, comme d'habitude, a réagi sur cette idée qui circule, on l'écoute. So if anything, I might have forced Israel's hand, but Israel was ready and we were ready and we've had a very, very powerful impact. Je pense qu'il y a une erreur de traduction. J'ai peut-être forcé la main d'Israël, il dément avoir forcé la main d'Israël d'une certaine manière.
Non, il dit c'est moi qui les ai. Ah bon, alors j'ai pas lu la traduction. C'est lui qui dit c'est moi qui les ai forcés. Oui, c'est ça. Moi qui les ai forcés, j'ai peut-être forcé la main d'Israël, c'est ça. Pour démentir le. Pour démentir, il s'adresse à son opinion publique. Bah oui, et c'est ça. Et là où intervient Rubio, c'est que Marco Rubio, ce qu'il dit, c'est pas pour dire on est en servitude, c'est un argumentaire juridique et politique qui est destiné au public américain et au concret. L'absence de vote du concret, c'est parce qu'il y avait une menace imminente. L'intervention comme défensif, nous avions pas le choix, Israël allait de toute façon agir, c'est pour se décharger de la responsabilité s'il y a un bourbier en disant de toute façon on n'avait pas le choix, on était mains et poings liés, c'était un choix tactique du moment. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est de la communication politique classique, mais qu'on arrive à chercher dans ces mots le fait que, alors que on sait très bien que l'opinion publique américaine n'est pas pour cette guerre, ça va de soi qu'il est là pour convaincre le public américain, Rubio, et surtout le contraire. Et puis, il y a quand même autre chose, pour moi, c'est le trauma, et vous savez comme j'aime le trauma, c'est le Brookings Institution qui a documenté comment la crise des otages de l'ambassade américaine à Téhéran en 79 constitue l'expérience fondatrice de Trump en politique étrangère. Je ne peux pas vous montrer les images, mais on est en 1980 et c'est la première déclaration de Trump sur une affaire d'affaires internationale. Vous le voyez là à l'image. Il a 34 ans. C'est sur NBC. Il est interviewé par Rona Barrett, qui est une journaliste chroniqueuse mondaine qui lui dit vous êtes super, vous êtes beau, tout le monde veut vous épousailler, c'est génial. Et tout d'un coup, ça dérive sur la politique. Et là, il dit que ce pays reste assis et permette à un pays comme l'Iran de retenir nos otages est à mes yeux une horreur. Et en 2020, beaucoup pensaient la même chose à l'époque. Oui, mais en 2020, après qu'il a ordonné l'élimination de Qassem Soleimani à la tête de Al-Quds, des brigades Al-Quds, Trump, il a fait quoi? Il a touché exactement 52 sites iraniens qui correspondaient au nombre d'otages qui sont restés prisonniers pendant 444 jours aux États-Unis en 79. Ils étaient 52, ils étaient 66, mais 6 ont été libérés. Donc ça réactive ce souvenir-là. Et Trump, il veut la gloire. Il veut marquer l'histoire. Vous imaginez s'il y arrive, ce que Dominique Moïse disait tout à l'heure, le 47e président américain réussit, après 47 ans, à mettre à bas le régime qui a foutu la honte aux Américains, qui est encore dans la psyché collective l'une des plus grandes offenses. Donc il y a un moment, il y a tellement de raisons en faveur que Trump a choisi lui-même, que aller chercher la figure de Netanyahou qui murmure à l'oreille de Trump pour le convaincre, moi je trouve ça absurde. Bon, faut quand même rappeler qu'en juin, c'est Israël qui a commencé à bombarder l'Iran et que quelques jours plus tard, d'une certaine manière, il a intervenu. Les États-Unis, entraînés par le mouvement, ont envoyé leurs fameux bombardiers pour percer les sites nucléaires. Là encore, pour une seule raison, c'est qu'à un moment, Trump, voyant que la population iranienne réagissait positivement, il n'allait pas non plus laisser toute la lumière à Netanyahou. Il faut toujours imaginer que Trump, c'est Narcisse et la gloire. Et vous prenez ça et tout devient très clair. François, votre parti prééconomique, il se passe quelque chose ce soir. Hier, on a dit que tout le monde gardait son sang-froid. Les cours, les négociants en matières premières, les marchés financiers. Il en est tout autrement aujourd'hui avec, c'est vrai, un vrai mini-crack boursier. Oui, on va prendre la mesure de ça. Moins 3,46 à Paris aujourd'hui, moins 3,44 à Francfort, moins 3,04 à Londres. En fait, les marchés prennent aujourd'hui la mesure de cette nouvelle crise au Moyen-Orient. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, disons entre hier et aujourd'hui, deux faits sont affirmés. Un, le régime n'est pas tombé, et la riposte qu'il a déclenchée a surpris par sa vigueur. Et de l'autre côté, Trump, par-delà les contradictions ou les allers-retours qu'on peut voir dans les nombreuses interviews qu'il donne quotidiennement, a un discours plus dur. Et du coup, tout le monde se prépare à une guerre plus longue que prévu. Ça, c'est manifeste. Que craint la bourse exactement ? En fait, c'est une chose assez simple. Vous savez, les boursiers sont des animaux assez primitifs. Il y a une chose qui les intéresse, ce sont les bénéfices des entreprises. C'est pour ça qu'ils achètent, c'est pour ça qu'ils vendent. Et ils craignent aujourd'hui que les bénéfices des entreprises soient impactés par ce conflit à cause de 3 facteurs. Le premier, les perturbations du transport mondial. On en a parlé ici même hier soir, avec la paralysie de la zone du Moyen-Orient, bien sûr dans les airs. Le Moyen-Orient est un hub très important, mais aussi et surtout dans les mers. C'est le détroit d'Ormuz qui est concerné, mais pas seulement, et probablement pas de façon principale, parce que le détroit d'Ormuz n'impacte que les produits hydrocarbures. Le gaz et le pétrole qui vient du Golfe Persique. Pour le reste, c'est bien sûr le canal de Suez, mais qui lui aussi est dans la même zone, qui lui aussi est paralysé depuis un moment, non seulement à cause de la guerre actuelle, mais à cause des attaques des Houthis, etc. Ça fait d'ailleurs un petit moment que ça dure. Renchérissement du coût du transport, donc il faut contourner l'Afrique par le sud, le cap de Bonne-Espérance, c'est 5000 km de plus, 6 jours de navigation et $500 000
de plus par voyage. Les Houthis n'ont pas repris les bombardements. Non, mais si vous voulez, il y a une espèce de continuum entre le blocage de Suez pour des raisons contingentes, un navire s'était mis en travers, les attaques des Houthis, la guerre des 12 jours, enfin tout ça finalement avait contraint les entreprises à s'organiser. Deuxième problème, plus délicat, c'est la montée du coût de l'énergie, ça aussi. Ça renchérit la fabrication des produits, ça aussi, ça diminue les bénéfices. Quelques chiffres, le pétrole était tout à l'heure à $83 le baril, contre 62 début janvier, plus 30%. C'est pas rien. Le gaz, on en parlait hier aussi, 52 € ce soir le mégawatt, plus 70% par rapport à la semaine dernière. Donc une nouvelle crise énergétique est possible, même si elle n'a pas l'ampleur de la russe. Troisième facteur, la fermeture des marchés moyen-orientaux, qui consommaient pas mal de produits de luxe, qui consommaient de l'alcool, qui consommaient des avions. On estime que, voilà, pour un temps imprévisible, ces clients-là n'existeront plus. Quelques évolutions boursières, LVMH a perdu 11% depuis 8 jours, Pernod Ricard 14%, Airbus 12% par rapport aux plus hauts, les plus récents. Au total, les marchés sont en train de s'ajuster à une guerre plus longue que prévu. Ils avaient en tête deux scénarios, la guerre des 12 jours. Comme son nom l'indique, elle était courte. Et évidemment, le Venezuela, où on a capturé Maduro, et où, au fond, les affaires ont continué comme avant. Donc, ils se disaient, peut-être, ça sera du même genre. Et ça n'est évidemment pas du tout le même scénario. Si on élargit la focale, si une nouvelle rupture dans l'économie mondialisée, après la guerre d'Ukraine, qui avait déjà contraint les entreprises occidentales à détourer la Russie et ses satellites, et à opérer ailleurs. C'est évidemment une nouvelle incitation à organiser des chaînes d'approvisionnement de substitution, de façon à ne pas se faire prendre à revers en cas d'accident, comme ça peut arriver désormais beaucoup plus fréquemment que naguère. Et puis, c'est une nouvelle alerte sur les risques géopolitiques qui s'imposent désormais à l'économie, il faut le rappeler, de façon avec une force d'airain, alors que pendant 30 ou 35 ans, c'était le contraire. En réalité, on croyait que c'était le contraire, mais devant le retrait du politique, l'économie avait fini par considérer qu'elle était reine. En réalité, elle ne faisait que jamais faire là où on lui disait de faire, là où on lui permettait de faire, et cet espace s'est rétréci. En tout cas, cet affolement des marchés, ces perturbations sur la finance et sur l'économie mondiale, c'est aussi, d'une certaine manière, et ça confirme la discussion qu'on avait depuis 2 heures, une victoire pour l'Iran. Bien sûr, ça fait partie de ses objectifs principaux. Voilà. Ils l'ont annoncé d'emblée, avant même les opérations. Ils ont dit qu'ils sèmeraient le chaos et qu'il y aurait un embrasement régional. Et c'est une façon de faire pression sur Donald Trump à travers toutes les perturbations économiques de ses alliés et de tout le monde. Quand on y c'est pense, fondamental. Sur l'affaire du gaz, 3 drones à $20 suffisent à provoquer une crise énergétique en Europe. Vous imaginez ? C'est pas cher. Pour $60 000, vous créez une crise énergétique en Europe. C'est évidemment un rapport qualité-prix, si je puis dire, qui est extraordinaire. Ça fait 47 ans qu'ils sont spécialistes du chaos et ils savent exactement où frapper, ils le font très bien. Mais par contre, et vraiment, c'est pas juste de l'humour, je suis très sérieuse, un peu de patience, parce qu'après la chute des Mollahs, LVMH comme Pernod Ricard vont trouver un nouveau marché, les bras grands ouverts qui vont les attendre, et en l'occurrence, je pense que ça va faire un carton plein dans l'Iran retrouvé. Le court terme, le moyen terme et le long terme. Abdous a tout à fait raison. Ouais. Dans le scénario le plus favorable, la chute de la République islamique, le marché que ça va ouvrir. Mais c'est la chute du mur de Berlin pour l'Europe. C'est-à-dire que ça permet la constitution d'une zone plus intégrée où il y a 90 du capital, millions d'habitants, de l'éducation et des perspectives de marché. Et des gens qui boivent déjà de la vodka dans des bouteilles de Fanta azerbaïdjanais qu'on achète planquées dans des épiceries. Là, vous imaginez, Pernod Ricard sur place, ils vont faire un carton. On sent l'expérience vécue. Vous étiez très jeune pourtant à l'époque, mais... Non, à l'époque, mon père faisait son propre vin. Bon, dans 6 minutes, tout juste, la France et la guerre. Allocution d'Emmanuel Macron. Vous ne manquerez rien. Le temps de vous entendre pour votre parti pris route. Et vous nous donnerez aussi peut-être les enjeux de l'allocution. Mais d'abord, vous teniez à donner un coup de chapeau à Emmanuel Macron sur sa doctrine nucléaire européenne énoncée hier. Écoutez, c'était hier sur la base de l'île Longue à Brest pour annoncer un tournant dans la stratégie de dissuasion nucléaire française à un moment très solennel.
la partie très solennelle et le décor de ce discours très important. Pourquoi est-il important ? Il a annoncé un tournant dans la stratégie de la dissuasion nucléaire française. Un lieu symbolique, le port d'attache des sous-marins lanceurs d'engins qui constitue la composante marine, complétée, on le sait, par la composante aérienne. Un tournant parce que ça s'appelle désormais la dissuasion avancée. C'est l'expression du président. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Si on veut résumer, c'est que c'est la capacité nucléaire stratégique française est à la fois augmentée, élargie au reste de l'Europe, tout en gardant un contrôle strict et souverain de la France, c'est-à-dire qu'elle augmente l'autonomie de l'Europe face au retrait relatif de l'Amérique. Alors, il faut noter d'emblée que ce discours a été accueilli avec beaucoup de succès en Europe et dans le monde. Et il y en a dans la presse internationale qui ont parlé de groundbreaking, c'est-à-dire de révolution, innovation, d'avant-gardisme, parce que c'est vrai que c'est un tournant dans la stratégie française. Alors, qu'est-ce que c'est que la dissuasion avancée ? C'est, dès 2026, de mettre en place une coopération avec 7 pays de l'Union européenne et le Royaume-Uni, avec la possibilité pour les partenaires de se joindre aux exercices militaires de la dissuasion ou de participer aux opérations dans leur dimension conventionnelle. Écoutez Emmanuel Macron. La dissuasion avancée est une démarche progressive. Elle offre la possibilité pour les partenaires de participer aux exercices de la dissuasion. Elle pourra enfin prévoir le déploiement de circonstances, d'éléments de force stratégiques chez nos alliés. Voilà. Il n'est pas question de positionner en dehors de nos frontières des avions ou des ogives nucléaires comme le font les États-Unis, mais de répondre, de les prêter par exemple, vous voyez, de répondre à des besoins qui peuvent être ponctuels et urgents, mais temporaires. De les prêter. En quelque sorte, vous voyez, d'être à la disposition, d'avoir des accords pour pouvoir les utiliser de façon plus large. Comme il y avait des bombes atomiques américaines sur les territoires de l'Allemagne ou de la Pologne, il y aurait des bombes atomiques françaises ? Non, elles ne seront pas installées en permanence. Elles seront ponctuellement prêtées. Vous voyez, c'est un peu différent. C'est très important. Et on a bien compris que le bouton, lui, il reste à 100% français. Voilà. Ça a été dit, redit et encore dit. Si vous voulez, on peut l'écouter. Il n'y aura aucun partage de la décision ultime, ni de sa planification, ni de sa mise en œuvre. En vertu de notre Constitution, elle appartient au seul président de la République, comptable devant le peuple français. Voilà, c'est la réponse à tous ceux qui, dans l'opposition, déjà prévoyaient que la France allait brader toute son arme nucléaire et sa dissuasion. Et là, c'est très clair, ça reste, le bouton reste en France. Par ailleurs, il y a la définition des intérêts vitaux. Vous savez que c'est très important. Les intérêts vitaux, ils sont pas déterminés, mais ils resteront dans le flou. Ça fait partie de l'arme de dissuasion. Et là, d'une certaine façon, on comprend qu'ils sont encore plus larges et qu'ils vont s'élargir aux pays les plus proches, et notamment l'Allemagne, dont le nom a été répété 5 fois pendant le discours. Alors, est décrit comme notre partenaire essentiel. Et puis l'autre annonce importante, c'est que la France va augmenter le nombre d'ogives. Aujourd'hui, elles sont 290. Elles augmenteront. Mais attention, on ne sait pas de combien. Maintenant, désormais, on ne donne plus le chiffre de notre augmentation. Juste pour comparer, il faut savoir que la Russie et les États-Unis en détiennent plus de 1700 têtes, la Chine 600, le Royaume-Uni 225, et nous, on en a 290, mais il y en aura beaucoup plus ou un peu plus, on ne sait pas encore. Alors, juste quelques questions pour conclure. Est-ce qu'on peut vraiment aller si loin avec l'Allemagne alors qu'on sait par exemple qu'on n'est pas aligné sur le SCAF, le fameux avion, et qui continue à se fournir en armes américaines ? Comment va réagir le prochain président si jamais, ou la prochaine présidente, si jamais il n'était pas de la même famille politique qu'Emmanuel Macron ? Alors là, à l'Élysée, on dit pas de souci, c'est la continuité. Depuis François Mitterrand, c'est le même état d'esprit. On ne lâche pas le bouton et on définit les intérêts vitaux en fonction de la situation. Et puis la question financière. Comment est-ce qu'on passe on augmente notre budget, sachant qu'on a un déficit très important. Voilà les 3 questions qui peuvent être posées. Mais c'est un tournant, puisque c'est une façon vraiment de rendre une forme d'autonomie à l'Europe dans ce domaine-là, et en même temps de profiter d'une forme de leadership français sans céder pour autant sa souveraineté.